Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie, le libre journal des controverses. Comme tous les samedis matins, c'est le grand rendez-vous de Radio Courtoisie. Je salue bien entendu mon prédécesseur du libre journal de Géopolitique Profonde, Nicolas Stocker et Lara Stam. Il avait un plateau relevé. François Martin, géopoliticien, et Idriss Aberkane dans cette matinale. Vraiment une excellentissime émission sur les événements de cette nuit au Moyen-Orient. Je salue bien entendu la technique, Virginie, Mimi, Vlam et pas Glam, même si elle est Glam, elle est réalisatrice en chef ici au Libre Journal des Controverses et des Géopolitique Profonde tous les samedis matins. Et malheureusement, pendant un mois, elle ne sera pas là. Je serai triste, mon cœur saignera pendant un mois. Je salue aussi Patrice Standard, l'homme à la plus belle écriture de Radio Courtoisie. Il attend vos commentaires et je sais que vos commentaires seront excessivement nombreux parce que c'est un comeback que nous avons à la radio. Oui, j'ai utilisé un anglicisme et je vais mettre de l'argent dans le cochonnet derrière, il est à ma gauche. Mais c'est le retour de Marion Sigaud. Ça fait combien de temps qu'on t'a pas vu ici, Marion? Ça fait plus d'un an, je pense. Peut-être même plus qu'un an. Hein. Ah oui, ça fait plus qu'un an. Ouais, ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps. Donc Marion Sigaud, historienne, vient pour son dernier livre, Sexe, mensonge. Sexologie et mensonge. Sexologie au singulier et mensonge au pluriel. Aux éditions Réhistoire. J'avais un livre, je voulais le montrer à la caméra, je l'ai plus. Voilà. Ah voilà, c'est dommage. Hein. Ah voilà. Là. Bon, Sexologie et mensonge aux éditions Réhistoire, Book Édition. Voilà. Marion Sigaud, on va parler justement de sexologie, on va parler de l'éducation sexuelle à l'école qu'on veut imposer à nos enfants, et je sais que parmi vous beaucoup sont intéressés parce que voilà, il faut protéger nos enfants. Mais avant ça, parce que tu es aussi spécialiste du Moyen-Orient. C'est-à-dire que j'ai vécu, oui, j'ai vécu quand j'avais 20 ans, je suis allée en Israël. J'ai visité un kibboutz dont je suis tombée éperdument amoureuse. Je fuyais une situation familiale très dur, et j'ai trouvé là-bas un lieu pour renaître, pour me sentir bien, être aimée et être reconnue pour ce que j'étais. Et j'ai vécu les événements dramatiques de la guerre de Kippour. Donc j'ai partagé un certain nombre d'événements avec des gens qui sont devenus mes amis à la vie, à la mort. Et jamais le lien ne s'est seulement distendu entre eux et moi. J'ai appris l'hébreu, que je me suis mise à parler absolument couramment. Et j'ai voulu en savoir plus long, j'ai voulu connaître la réalité palestinienne. Je suis allée apprendre l'arabe et je suis devenue absolument défenseur de la cause palestinienne, sans renier mon amitié, mon amour pour les gens qui m'ont tant donné. Donc j'ai une vision un peu originale, oui, qui m'est tout à fait spécifique. C'est que je veux que ça se règle et que je ne réponds pas aux sirènes des gens qui s'imaginent que ça ne peut se régler que par la violence, quoi. Et justement, qu'est-ce que tu as pensé de ce qui s'est passé cette nuit entre Israël et l'Iran ? Je pense qu'Israël a provoqué ce qui est en train d'arriver, et je ne vois pas comment ils vont s'en sortir. Le rêve israélien de manger tout le monde, il faudrait qu'ils aient une population extensible, ce qu'ils n'ont pas. Ils sont en train d'épuiser leurs forces. Ils épuisent leurs forces militaires, ils épuisent leurs forces civiles également. Tous ces militaires qui vont faire de la répression à Gaza, ce sont des usines qui ne tournent pas, des petites entreprises qui ne tournent pas, des pères qui ne sont pas là. Ce pays est en train de s'épuiser. Et je ne vois pas ce qu'il peut gagner à continuer dans cette voie-là. Alors bon, moi j'ai suffisamment vécu là-bas pour savoir que le discours tenu majoritairement n'est pas celui qui est vécu de l'intérieur. Je veux dire par là que beaucoup d'Israéliens se sentent obligés, quand on leur tend le micro, de dire ce qu'on leur dit de dire. Et quand on les a, comme moi je les ai eus, dans le huis clos de voitures, puisque j'ai beaucoup circulé en prenant beaucoup de gens en autostop, j'ai eu le loisir de me rendre compte que quand on laisse les gens dire vraiment ce qu'ils pensent, ils ne sont pas du tout d'accord avec ce qui se passe. Et ils seraient parfaitement Parfaitement non, mais potentiellement, véritablement susceptible de vivre en bonne intelligence avec des Palestiniens avec qui ils partagent des valeurs essentielles. Parce que nous, la vision que l'on a ici en France,
c'est celle des Français juifs qui sont majoritairement, je ne sais pas pourquoi, très à droite, très likoud lorsqu'il s'agit de parler d'Israël, et très socialistes lorsqu'ils sont en France. Ou enfin, si c'était un socialiste qui était, qui était à la tête de la Knesset, il serait socialiste. Hein, il serait... Non, ils sont... Tu crois? Oh oui, j'ai pas l'impression. Si, Hein. Parce que Netanyahou a plus défendent de cote de popularité ici, auprès des Français juifs, que quand c'était Shimon Peres, c'était prédécesseurs. pareil. Non, quand c'était Shimon Peres, c'était pareil. Ils défendaient Shimon Peres. Non, ça ils défendront le Premier ministre, quel qu'il soit. Ça, alors là, je l'ai vu jouer tout le temps. Mais c'est pas ce que disent les Juifs en France qui m'intéresse. Moi, ce qui Oui, m'intéresse, c'est pas ça que je veux dire. C'est-à-dire que parce que des Juifs en France, on les voit avec à chaque fois leur drapeau israélien sur eux, dire ce qu'ils ont à dire, faire de la pression sur l'antisémitisme, machin, que nous, on a l'impression ici qu'en fait, majoritairement, les gens là-bas, eh ben, ils sont sur cette même logique-là. C'est ce qu'ils diront. C'est ce qu'ils diront, c'est pas forcément ce qu'ils penseront. C'est ça que je voulais dire, enfin c'est ça dont j'ai témoigné déjà un certain nombre de fois. Alors je vais raconter une anecdote que j'ai déjà racontée, mais si vous me permettez, hein, tout le monde l'a pas entendue, donc je vais recommencer. J'étais un jour, c'était après la première intifada, j'arrive pas à situer exactement, c'est fin des années 90, courant des années 90. J'étais dans un taxi un jour où il y avait eu un attentat à Jérusalem, il y avait un gars un Palestinien qui avait poignardé un passant. Et je passe avec le taxi qui se met à gueuler en disant ah, c'est palestinien, c'est arabe. Alors c'est jamais palestinien, c'est arabe. Hein, si on m'écoutait, on foutrait tout le monde là dehors. Il tenait le discours comme il fallait, quoi. Et puis il devait m'emmener quelque part dans Jérusalem, un peu en dehors des faubourgs. Et je sais pas ce qu'il m'a pris, je me suis mise à l'engueuler. J'ai dit qu'est-ce que tu racontes, toi? J'ai dit t'as pas un peu un accent séfarade, toi? T'es né au Maroc, là? Ben, il me dit oui, quand même. Quand on a l'habitude et qu'on parle hébreu, on reconnaît les accents. Hein. Je dis, c'est pas un peu comme ça quand t'as traité, quand t'es arrivé, quand t'étais petit, là? Tu te souviens un peu les Mahabarot, les camps de transit, là où on mettait les juifs arabes, là? Alors le gars, il disait rien, et puis je me mets à l'engueuler, je dis pourquoi tu les traites comme ça les Arabes? Parce que toi, il y a un gars qui a poignardé, mais tu sais combien il y a eu de maisons détruites la semaine dernière, tu sais, enfin, c'était le bouclage, enfin, je veux dire, il était parfaitement en mesure de savoir que pour un coup de couteau d'un côté, il y avait des bulldozers qui passaient de l'autre et des expropriations, enfin, il était en mesure d'être au courant. Mais je l'ai engueulé comme du poisson pourri, je l'ai attrapé, puis je l'ai secoué, enfin, verbalement, je veux dire, et je lui ai dit, de toute façon, moi j'en ai marre de vos histoires. Moi je suis française, je rentre en France. Chez nous, on est citoyen. Il n'y a pas marqué la nationalité sur la carte d'identité. La nationalité, c'est la même pour tous les citoyens. Ici, sur la carte d'identité, il y a citoyen arabe ou citoyen juif. Ça fait toute la différence. Bon. Puis on arrive à destination, puis le gars, il bouge pas. Ben, je lui dis, on est arrivé. Il me dit, ouais. Puis il regardait droit devant lui. Je lui dis, oh, je te dois quelque chose. Il se retourne, il pleurait. Il me prend la main, il me dit, reste. Quitte pas Israël, reste avec nous. J'ai dit, pourquoi tu me dis ça? Il me dit, parce que c'est beau ce que tu dis. J'ai dit, mais t'as qu'à le dire toi. Il me dit, mais moi, je peux pas. Pourquoi il peut pas? Parce qu'on ne voudra pas l'entendre. On voudra pas l'entendre. J'ai dit, mais c'est ce que tu penses. Et il pleurait, le gars. Ça veut dire que quand on gratte un peu, je l'ai vérifié plein de fois. Plein de fois. Des gens, quelquefois, qui prennent le téléphone pour appeler une émission de radio qui donne la parole aux auditeurs, qui commencent à dire quelque chose d'un petit peu contre la doxa, immédiatement on les recadre. On leur fait dire le contraire. La parole est libre en théorie, mais il y a un discours qui est intériorisé par peur de se faire mal voir. Mais c'est pas ce que les gens pensent vraiment. Parce que si c'était ce que ce type-là avait pensé vraiment, il n'aurait pas pleuré, il m'aurait pas dit reste avec nous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est possible que ces deux peuples vivent sur la même terre. Mais comment ils faisaient avant? Comment ils faisaient avant? Ils ont toujours vécu ensemble. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Comment ils faisaient avant? Est-ce que c'est possible, du coup, que, par exemple, deux peuples différents, comme c'est le cas aujourd'hui en France, vivent ensemble? Mais c'est pas une question de peuples différents. C'est est-ce qu'on est déterminé à vivre dans le respect de l'autre? Parce que c'est ça le problème. Est-ce que vous êtes déterminé à vivre dans le respect de l'autre? C'est-à-dire que l'autre, c'est pas celui à qui on peut piquer la terre, c'est pas celui à qui on peut passer un bulldozer sur sa maison. Est-ce que vous êtes déterminé? Celui qui dit oui, pourquoi il n'y arriverait pas? Pourquoi il n'y arriverait pas? Comment c'était avant?
Comment c'était avant? Justement, comment c'était avant? Eh ben, avant, ils étaient tous palestiniens de religions différentes. Ils étaient tous palestiniens. Avant, ils étaient tous palestiniens et arabes. Arabe, c'est une langue, c'est pas une race. Arabe, c'est arabophone. Donc, la Palestine était arabe dans ce sens que tout le monde parlait arabe dans la rue. Et les Israéliens, les Juifs comme les autres. Puis un jour, les sionistes sont arrivés, ils ont dit, on va introduire une autre langue, puis on va vous pousser pour prendre la place, en gros. C'est là que les problèmes ont commencé. Moi, j'ai bien connu Nazareth. Hein, j'ai écrit un livre qui s'appelle Mansour Kardosh, Injuste à Nazareth. Je pense que je vais le ressortir bientôt. Il ne portera pas ce titre-là, mais je vais le ressortir bientôt. Un jour, Mansour Kardosh, il s'appelait. Il était né à Nazareth. Et je suis allée le voir en 1995 ou 16, je crois. Je suis allée lui rendre visite à Nazareth. Et on est allé à une messe, dans la grande basilique de Nazareth, on est allé à une messe des rameaux. Et il me dit, regarde Marion, regarde. Alors, après la messe, tout le monde se retrouve sur l'esplanade. Tu vois ce monsieur-là, c'est un musulman. Tu vois cette dame, c'est une musulmane. Regarde ces enfants-là, ce sont des petits musulmans. J'ai dit, pourquoi tu me dis ça? Il me dit, tu serais venu il y a 50 ans, je t'aurais dit, regarde ce monsieur-là, c'est un juif. Regarde cette dame-là, c'est une juive. Et il me dit, ils viennent à nos fêtes et nous, on va aux leurs. Mais maintenant, les juifs se sont exclus de ces fêtes-là. Ils viennent plus à nos fêtes, on va plus aux leurs. On est resté entre chrétiens et musulmans. Et dans le temps, il y avait également des juifs qui vivaient avec nous. On était tous palestiniens, de confessions différentes, mais tous palestiniens avec la même histoire, le même Et qu'est-ce qui a même créé cette environnement. différence? C'est quoi? C'est le sionisme, Mais bien essentiellement? Mais bien sûr. Des gens sont arrivés en disant, nous, on va avoir une loi spéciale, on va avoir une législation spéciale. Il va y avoir telle loi pour les juifs. Par exemple, la loi sur la terre, essaye d'acquérir une terre si tu n'es pas juif, tu peux toujours te brosser, tu n'y arriveras mais pas. est-ce qu'en réalité, à chaque fois, ça ne se passe pas comme ça au final, lorsque des peuples différents, entre guillemets, cohabitent ensemble? C'est pas une question de cohabiter. C'est une question de. Je vois pas pourquoi des gens ne pourraient pas cohabiter dans le respect de la culture où ils arrivent, parce qu'en fait c'est ça le problème. Les Palestiniens qui étaient chrétiens, juifs ou musulmans, ils vivaient tous ensemble sur la même terre depuis des siècles et des siècles, donc ils cohabitaient parfaitement. La cohabitation se pose un problème s'il y a un envahisseur. S'il n'y a pas d'envahisseur, il n'y a pas de problème. Les Juifs qui sont arrivés en disant « poussez-vous parce que nous on veut la place », c'est pas pour cohabiter, c'est pour pousser les gens dehors. C'est ça qui s'est passé avec les sionistes. Alors il y en a qui se sont intégrés, j'ai rencontré des Israéliens juifs tout à fait intégrés dans des sociétés très très proches des Palestiniens, et eux n'auront pas de problème avec les Palestiniens, ils n'en ont jamais eu, ils n'en auront pas. Alors on va continuer cette discussion, mais je vais quand même montrer à la caméra c'est un autre sujet, cet quoi. excellent livre. C'est un autre sujet, mais comme on est dans l'actualité, donc parlons aussi d'actualité, comme tu es aussi spécialiste de cette question, parce que tu as habité, donc c'est intéressant d'avoir ta voix. Donc voilà, Marion Sigaud, Sexologie et mensonges, voilà, un excellentissime livre. Je vous invite vraiment à le commander sur Book Édition. Voilà, je le donne à Nicolas. Ben, allez, tu peux rentrer, Nicolas, prendre ton livre parce que tu vas recevoir Marion Sigaud début de semaine. Voilà, allez, c'est les directs. Merci Mike. Bonne lecture. Voilà. Et donc on va continuer. Allez, 5-10 minutes sur Israël, et puis parce qu'on tient quelque chose, et puis après on va parler évidemment du livre. Enfin, moi je comprends ce que tu veux dire, mais moi j'ai l'impression, je te dis sincèrement, sans pas que ce soit Israël, Palestine, tout ça, quelle que soit la terre dans le monde, en Asie, en Europe, où qu'on veuille, dès que deux cultures différentes s'installent dans un même endroit, peut-être qu'une forme de vivre ensemble peut exister dans un premier temps, je ne dis pas, mais au final, c'est comme l'huile et l'eau. Non, mais je suis d'accord avec toi. On ne peut pas faire cohabiter deux cultures différentes. Mais je suis d'accord avec toi. Ce que je veux dire, c'est que la différence, elle est probablement culturelle, parce qu'il y en a qui sont arrivés de l'extérieur et qui ont voulu imposer leur culture et leur. Et pas que la religion mais c'est est ce que différente. Je dis, c'est ce que je dis. C'est ce que je veux dire. Ça n'est pas une question religieuse. Ça n'est pas une question religieuse. C'était quand la Palestine était arabe et sous domination ottomane. Hein, juifs, chrétiens et musulmans cohabitaient très bien parce qu'ils étaient tous palestiniens. C'était la même culture, ça n'était pas la même religion. Donc ce que je veux dire, c'est que culturellement, certainement, mais religieusement, certainement pas.
Ils peuvent cohabiter sur le plan religieux. Maintenant, c'est une question culturelle, effectivement. Est-ce que des filles qui se baladent avec les fesses à l'air et des décolletés provocants peuvent cohabiter avec une population arabo-musulmane pudique non, 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 non. Il faut qu'il y en ait un qui se plie à l'autre. On sait par exemple qu'à Tel Aviv, il y a la Gay Pride et compagnie. Ah non, mais ça, c'est incompatible. Voilà. C'est incompatible. Et puis, oui, mais moi, les gens en France, les gens qui m'imposent la Gay Pride, ils peuvent être franco-français comme moi. Je ne les tolère pas non plus. Là, par exemple, tu as parlé de ce juif d'origine marocaine qui est d'Afrique du Nord. Bon, c'est une culture, on va dire, orientale. Mais tous ceux-là là, qui sont venus de Pologne, de Russie, de Tchéquie... Ils sont arrivés avec un projet... mais ce que je veux te dire, c'est que eux, ils sont dans une culture... Ils ne sont pas dans une culture orientale. C'est clairement. Voilà, clairement. et donc ce n'est... Non, mais eux, ils ne veulent pas rester. Ils ne resteront pas. J'en ai suffisamment parlé avec suffisamment d'eux. Ils ne veulent pas vivre avec les Arabes. Donc, ils ne le feront pas. Non, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Soit ils se feront massacrer, soit ils partiront. Moi, je vais te dire une chose. Je pense que... Je pense qu'ils ne veulent pas vivre avec les Arabes. Pour moi, le projet israélien, et je vais donner mon avis, parce que je ne donne pas souvent mon avis là-dessus, il est mort-né. Pourquoi? Peut-être pas né, mais en tout cas, je pense qu'il est mort. Et je vais te dire pourquoi. Il se trouve que moi, je suis... mes parents habitent, tout le monde le sait, pas très loin de la radio, même quasiment en face. Je suis donc du 16e arrondissement, je suis un môme d'ici quasiment. J'ai fréquenté les écoles d'ici, donc je connais un peu les juifs, parce qu'il y en avait... En tout cas, à l'époque de ma génération, moi je suis de 80, il y a énormément de juifs ici. Et donc, je les vois un peu, voilà. Et comment dire? Et quand j'étais môme ou adolescent, il y avait en Israël, il y avait quoi? Il y avait 10% d'Arabes. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a d'Arabes israéliens. Je crois qu'aujourd'hui, il y en a 20 ou 30%, enfin quelque chose comme ça. Tu crois qu'il y avait 10% d'Arabes? Oui, il n'y avait que 10%. C'était pas tant que ça. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Parce qu'en fait, la démographie fait tout, en fait. La démographie fait tout. Dans le sens où, et c'est le même problème qu'on a en France, c'est-à-dire que si démographiquement, Dupont-Durand sont minoritaires, c'est fini. C'est plus la France, ce sera plus la France. Et ben là, Israël, c'est pareil. C'est-à-dire que comme ils seront très vite minoritaires et en plus entourés à l'époque... J'entendais les gens ici dans le 16e arrondissement dire il y a 100 millions d'Arabes autour d'Israël, machin. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a 200 millions au moins. Ou peut-être 300 millions. Il faudra rappeler quand même qu'ils sont chez eux. Oui, non, mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux te dire, c'est que, en fait, quand tu n'es qu'un petit noyau de 7-8 millions et que à l'intérieur, il y a en plus 3 millions ou 4 millions de gens que tu peux pas voir dans tes frontières, et que autour de tes frontières, il y a plus 100 millions, mais 300 millions, comment veux-tu réussir quand tu n'es que 7 millions et que, la première chose à faire, c'est peut-être déjà de ne pas les provoquer, de ne pas les taper dessus. Mais si en plus tu fais ça, pas les massacrer, de ne pas leur piquer leur terre, avec en plus, pas les diffamer comme on fait, quoi. Avec en plus, comment dire, une haine des deux parties. Donc, non, mais la haine, elle est quand même savamment entretenue. La haine des Arabes, elle est savamment entretenue. Moi, je me souviens quand j'étais au kibbutz, quand j'ai commencé à vouloir aller avec ma petite bagnole de location me balader chez les Arabes. Attention, il y a des Arabes, méfie-toi, c'est des Arabes. Attention, je crois qu'il y a des Arabes. Enfin, les Arabes, c'était dès que tu approchais un Arabe. Les kibbutz, en plus, c'est des gens de gauche. En plus, c'était des gens de gauche. Ils n'étaient pas une contradiction près. Donc, il y a une espèce de haine, de peur et de rejet des Arabes qui était inscrite à l'école. Et moi, les premières prises de conscience que j'ai eues, ce sont des amis du kibbutz, des Israéliens du kibbutz, qui m'ont dit moi, la première fois que j'ai croisé des Arabes, j'ai été indigné de la différence qu'il y avait entre ce que je voyais et ce que j'avais entendu à l'école. Et à l'école, c'était au kibbutz. Et moi, je vais te dire une chose. Il y a une haine des Arabes qui est complètement irrationnelle, quoi. Première fois que j'ai parlé avec des Arabes, je les ai trouvés charmants, bien élevés et parfaitement civilisés, quoi. Je parle des Arabes israéliens, bien sûr. Mais moi, je vais te dire, j'ai peur pour cette partie du monde. Hein. Oh bah ça, c'est clair que ça va mal se terminer. C'est clair que ça va mal se terminer. Moi, je vais te dire une chose. Comme la démographie fait tout, et qu'un jour, ils seront tellement acculés qu'ils ne pourront pas réagir autrement, j'ai peur, très sincèrement, que dans cette partie du monde, les Israéliens utilisent l'arme nucléaire. Ils finissent par le faire. Mais ils la prendront sur la figure.
Ils Peut-être, l'apprendront mais, sur la mais ça sera que tragique. Mais de toute façon, c'est ce qu'on ça ne peut appelle que mal le finir. Hein. syndrome de Matsuda. C'est plutôt mourir tous ensemble que de C'est ça. céder. C'est dramatique. Je pense que c'est ce qui Moi, va j'ai se des passer. amis israéliens qui m'avaient alerté là-dessus quand j'étais jeunette. Ils m'ont dit le jusqu'au boutisme israélien mène à notre autodestruction. Et c'est ce que me disaient mes amis en me disant nous, c'est pas ça qu'on veut, on préfère la vie. Mais cette espèce d'obsession de on cédera pas, on préférera tous sauter, c'est mortifère et ça pousse pas à l'optimisme. Voilà. Alors, commentaires. Alors, les commentaires, et après on va aller sur le livre, parce que tu es venu avant tout pour le livre. J'aime ces personnes idéalistes qui veulent que les populations vivent dans le respect des religions, etc. Donc on va nous sortir ponctuellement un exemple momentané. Pas besoin du sionisme pour se séparer. On peut voir l'expansion et le bonheur des catholiques et juifs dans tous les pays musulmans. Qu'est-ce que tu en penses? Rien. Ou ça, un exemple, un truc précis. En France. Non. C'est quoi la question? Ben, en gros, est-ce que tu trouves bien... Enfin, non, est-ce que l'exemple précis, par exemple, en pays musulman, j'imagine qu'il va parler d'Arabie Saoudite, tout ça. Je ne suis pas allé en Arabie Saoudite, donc je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas. Je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas. Moi, je connais Jérusalem, je connais Ramallah, je connais Nazareth, je connais Gaza. Je peux parler de ce que je connais, je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Bon. Voilà. Donc, parlons de ton livre. Je pense que c'est mieux. On parlait d'actualité. Marion connaît bien. Ah bah tiens, ça afflue. Tu fais affluer les commentaires. Bon, ton livre Sexologie et mensonges. On va en parler parce que c'est quand même excessivement important. c'est Moi, je le vois et justement très peu de médias relayent. C'est-à-dire que, je parle pas forcément de ton livre, mais je relaye cette fameuse sexologie et éducation sexuelle. Et quand il relaye, c'est pour dire en gros que non, on a tort, c'est du complotisme, ce que les institutions et l'État veulent faire sur les enfants, c'est-à-dire apprendre des pratiques sexuelles à l'école, des choses comme ça, c'est faux, ce n'est pas vrai. C'est une façon, en réalité, l'État veut juste protéger les enfants. Protéger les enfants, ouais. Ça, c'est faux, évidemment. Mais évidemment que c'est faux. On ne protège pas les enfants du sexe en leur parlant de sexe. Les enfants n'ont pas à être informés sur le sexe. Le sexe, c'est l'affaire des grandes personnes. À la rigueur des adolescents, on sait que c'est à ce moment-là que ça s'éveille. Mais là, les programmes de sexualisation des enfants, ça commence à la maternelle. Hein, et les enfants doivent être protégés des choses du sexe. Les enfants sont là pour grandir, ils sont là pour apprendre, ils sont là pour apprendre les limites qu'on ne leur apprend plus. Maintenant, un apprentissage, c'est quoi? C'est apprendre les limites. La limite entre moi et maman, entre moi et mon petit frère, entre moi et l'autre. C'est ça, un apprentissage. Et l'éducation à la sexualité, si tu as envie, fais-le. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est pousser les enfants à devenir des monstres. Hein, qui vont après poignarder, couper la tête. Non, enfin, bon, on en est là. Alors, donc, une éducation, c'est l'apprentissage de l'interdit, de la limite, dans le cadre duquel le développement personnel peut se faire. Et là, l'éducation à la sexualité, c'est rigoureusement l'inverse. On apprend aux gosses à dire « je veux, je prends ». Alors, cette éducation à la sexualité, elle ne vient pas de nulle part. Bien sûr. Elle a une origine. L'origine, c'est le nouvel ordre mondial qui ne portait pas ce nom-là d'emblée, mais qui est quelque chose qui existe quand même depuis très longtemps. Il y a un désir d'hégémonie mondiale d'un certain nombre de gens qui veulent réduire la population. On appelle ça les eugénistes. Les eugénistes ont eu, dans les années 1920, en Amérique, une porte-parole qui s'appelait Margaret Sanger, qui a inventé un truc qui est devenu le planning familial, qui s'appelait le Planned Parenthood, qui a dit... il faut découpler la sexualité de la reproduction. Comme les gens sont très portés sur le sexe, on ne les en découragera pas, on les poussera à des activités sexuelles non fécondantes. Hein, ça veut dire quoi? C'est l'homosexualité, c'est la masturbation, c'est toutes les pratiques qui vont se faire grâce à la pilule et à tous les contraceptifs possibles. On va promouvoir l'avortement en grand, et pour faire des bébés, il faudra un permis. C'est le programme eugéniste du planning familial d'origine. Et ce programme est arrivé en France dans les années 60, 70. Et il s'applique maintenant. Et il a été révélé en 1969 aux États-Unis par un directeur du planning familial qui, un jour, il était directeur d'un service de pédiatrie, je crois, dans un grand
dans un grand hôpital américain, un hôpital ou une université, enfin une faculté de médecine. Et il a convoqué ses confrères, collègues et anciens étudiants pour leur dire: j'ai une révélation à vous faire, ne prenez pas de notes, je me mettrai en danger, mais si je vous le dis, c'est parce que personne ne pourra nous faire reculer. Et il a déroulé le plan eugéniste de réduction de la population mondiale par la multiplication d'un certain nombre de maladies, l'eugénisme le plus débridé, le plus décomplexé, c'est-à-dire que, incluant l'euthanasie. On piquera les vieux, on piquera les malades, on va développer des maladies qu'on sait très bien soigner et qu'on ne soignera pas. On va promouvoir l'homosexualité tous azimuts. Le programme s'est appliqué, on l'a vu. Brusquement, l'homosexualité qui était à la marge est devenue quasiment une revendication. On a fait accroire, et ça c'est le travail de Kinsey, on a fait accroire qu'une personne sur 10 était homosexuelle ou avait des pratiques homosexuelles courantes, ce qui est faux, c'est faux, c'est un mensonge, ça fait partie des grands mensonges de la sexologie. Et on a promu l'avortement, au début comme une nécessité, après comme un bien, après comme un droit, et maintenant comme un droit constitutionnel. Donc maintenant on avorte, on fait plus de bébés, on couche pour satisfaire une pulsion immédiate, comme si on pouvait créer une société dans laquelle le droit fondamental, c'est de céder à ces pulsions immédiates. Mais si ma pulsion immédiate, c'est de manger ce que tu as dans ton assiette, tu me laisses faire ou tu m'envoies une baigne? Je veux dire, ça va jusqu'à là. Et la pulsion immédiate, ça peut également consister à dire, il fait froid dehors, je m'installe chez toi. Hein. C'est ça la pulsion également. Donc, si on veut vivre dans une société civilisée, on sait qu'une société civilisée, elle a des interdits. Les interdits, on a une civilisation qui les donne. Chez nous, c'est la civilisation chrétienne. Ailleurs, c'est la civilisation musulmane. Ailleurs, c'est encore une autre civilisation. Chacun chez soi, avec ses règles, avec ses normes. Et le plan du nouvel ordre mondial, c'est on fait éclater les règles et les normes. Chacun fait comme il veut. Et il y aura une police pour réprimer tout ça. Donc, le plan tel qu'il a été énoncé en 1969, il a été énoncé comme... Alors, il est consultable sur la toile sous le titre du Nouvel Ordre des Barbares et on peut l'acheter aux éditions de Saint-Rémy. Donc, c'est le plan qui se déroule à l'heure actuelle. Il y a ce personnage qui est central dans ton livre aussi. Enfin, on va parler de Madame, mais d'abord on va parler de ce Kinsey parce qu'on le connaît. Kinsey, K-I-N-S-E-Y. Oui, c'est vrai, mais je prononce pas très. Je suis pas très anglo-saxon, hein, c'est pour ça. Donc, qui est pas très connu, mais qui pourtant a une influence considérable. Il y a il y a quelques années. Il y a eu le centenaire de sa naissance qui a donné lieu à l'inauguration d'une très belle statue, une statue de très belle facture sur le campus de l'université qui a hérité de tout son institut. Et vous avez la sculptrice qui a fait vraiment une belle pièce, très très belle pièce. Elle en avait des grelots dans la voix, elle était tellement honorée. Ce Kinsey a fait tellement de bien pour le monde. Vous écoutez alors Judith Reisman qui est à présent décédée. Qui, elle, s'est penchée sur les données de Kinsey, c'est mensonge et compagnie, mensonge, brutalité. Kinsey passe pour avoir été un grand démocrate, c'était un autocrate absolument sadique et pervers. Tout son entourage avait couché avec lui, c'était quasiment le passage obligé. Alors des hommes, bien évidemment, les femmes ne l'intéressaient pas, à part la sienne, parce qu'elle lui a donné des enfants. Mais enfin, elle l'a fait participer à des orgies absolument insensées, dans des pièces ultra insonorisées, pour qu'on n'entende pas les hurlements avec les coudes, les fouets, les chaînes et tout. Non, mais c'est un ce qui est fou, c'est que ce gars-là, en gros, c'est un sexologue, ce qu'il appelle sexologue. Il était homosexuel et un peu honteux, un homosexuel honteux. Oui, enfin, il avait moins honte après. Mais en tout cas, il était au début. Ouais. Et d'ailleurs, il se mettait des tuyaux dans son urètre. C'était un grand masochiste. Il jouissait de la souffrance. Alors, prenez un gars comme ça comme modèle. Il est mort de s'être arraché les trucs. C'est-à-dire, il est mort à force de se les être arrachés. Il a développé une orchite, il ne pouvait plus être soigné. C'est-à-dire qu'il s'accrochait des cordes autour de ce que je vous avais compris. Il sautait. Enfin, c'était un grand maso. Un grand maso. Et c'est lui le père de ces sexologues, en gros. Voilà. Et c'est ça qu'on écoute pour savoir ce que c'est qu'une sexualité saine. Il était entouré de gens qui devaient impérativement coucher avec lui pour pouvoir... il y avait deux choses pour pouvoir participer à son équipe. Il y avait coucher avec lui et répondre à des questionnaires excessivement intrusifs et excessivement gênants qu'une fois que Kinsey les avait entre les mains, il faisait ce qu'il voulait des gens. Il tenait, pratiquement, on peut dire qu'il a tenu
l'Amérique qui compte, l'Amérique décisionnaire dans ses fiches. Dans ses fiches. Vous tenez un pays avec des confidences comme ça. Avec des confidences comme ça. C'est un peu le Epstein du siècle dernier, quoi. Ah bah c'est clair, c'est clair. Alors, il a inventé que le sexe, c'est pas ce que vous croyez. Il a bidonné, il a prétendument interrogé des milliers de gens en leur posant des questions extrêmement indiscrètes sur comment ils font, combien, devant, derrière et sur les côtés. Et les questionnaires ont été bidonnés. Qu'est-ce qu'il voulait sortir de ces questionnaires? C'est, vous croyez que la morale est juste? La morale, il faut la remplacer par la science. Alors, ils ont remplacé la morale non pas par la science, mais par la fraude. On a remplacé la morale par l'immoralité, la moralité et la luxure. C'est comme ça qu'on disait dans le temps. On disait la luxure. C'est quoi la luxure? La luxure, c'est la recherche du plaisir pour le plaisir. Alors pourquoi? On va pas dire que le plaisir c'est pas bien. S'il n'y avait pas de plaisir, il n'y aurait pas de vie. Donc vive le plaisir, mais le plaisir sans cadre. Si on veut vivre en société, le plaisir sans cadre. Et lui, il a fait sauter le cadre. Il a dit, ce que je veux, c'est ce à quoi j'ai droit. Et ce que je veux, si j'ai envie de dominer, si j'ai envie de fouetter, si j'ai envie donc de le faire... plaisir, ça fait pas vivre longtemps non plus. Hein. Ça fait pas vivre longtemps non plus. Non, mais on peut en crever. C'est clair et c'est net. comme Kinsey lui-même. Il en est mort. Il en est mort. Et alors, on va parler de Judith Reisman. C'est une dame qu'un drame familial. On va en parler, mais avant ça, t'inquiète pas, il nous reste encore 55 minutes. Mais avant ça, pourquoi ce personnage est important et central? Parce que c'est lui qui sert de référence. C'est lui la référence. Et ça, faut vraiment que les auditeurs le comprennent. C'est que tout ce que vous avez à l'école aujourd'hui, ça se réfère à lui. Question éducation sexuelle et tout, c'est lui. Planning familial, tout ça, même si planning familial c'est une autre dame, mais elle se réfère aussi à lui. Elle se réfère à lui. Tout le monde se réfère à lui. Tout le monde se réfère à lui. Et les mensonges de Kinsey, il y a deux mensonges essentiels de Kinsey. Il y a le mensonge, il y en a plein, tout est mensonger dans ce qu'il raconte, mais il y en a deux qui sont essentiels pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Il y a le mensonge des 10%. Le mensonge des 10%, c'est quoi? Kinsey a prétendu que l'homosexualité est la norme, la bisexualité est la norme. C'est-à-dire que dans une échelle qu'il a inventée et qu'il a remplie lui-même, il a dit à ma gauche exclusivement hétérosexuel et à ma droite exclusivement homosexuel. Et entre les deux, par gradation successive, il y a de temps en temps homosexuel, un petit peu plus souvent homosexuel, de plus en plus souvent homosexuel. C'est-à-dire que vous avez à gauche exclusivement hétérosexuel et à partir de là, bisexuel. C'est-à-dire qu'il raconte qu'une majorité écrasante de la population a une vie bisexuelle. C'est-à-dire qu'il met l'hétérosexualité exclusive, c'est-à-dire les hommes attirés par les femmes et les femmes attirées par les hommes, comme une minorité. Une minorité qui fait à peine 2 à 3%. Et il présente l'Amérique comme pratiquant la sodomie tous azimuts. C'est un mensonge éhonté. Il y a des gens qui ont vraiment travaillé là-dessus, et pas que Judith Reisman. Vous avez un gars comme Edward Eichel qui est encore vivant, qui a fait des études de sexologie et qui a voulu véritablement trouver la vérité. Il y a plein de gens qui ont travaillé là-dessus. C'est un mensonge. C'est le mensonge des 10%. Ça veut dire que c'est à cause de ce type-là qu'aujourd'hui, on a en France mariage pour tous, les non-binaires, les transgenres, transitions, Emmanuel Macron aussi peut-être parce que lui, c'est vraiment l'apôtre de la transition et tout ça. On peut dire que c'est à cause de Tom. Mais bien sûr, c'est en référence à lui. C'est en référence à lui. C'est en référence à lui. Donc ça, c'est le mensonge énorme de Kinsey. Le deuxième mensonge, et qui n'est pas moins grave et qui l'est encore plus, mais enfin ça revient au même, c'est le mensonge sur les enfants sont sexuels dès la naissance. Il a raconté qu'on pouvait provoquer des orgasmes chez des enfants depuis quelques mois jusqu'à sans limite. Provoquer des orgasmes, Provoquer des orgasmes. Or, il est avéré, Judith Reisman a fait l'enquête et l'enquête a été probante, il est avéré que ce qu'il appelle des orgasmes qui ont été provoqués par des manipulations, par des manipulations, par des viols de petits-enfants, par des gens qu'il a payés, qui est armés de chronomètres, ont masturbé ces enfants, les ont vraisemblablement maltraités, torturés, les enfants hurlaient, essayaient de fuir et tout, et toutes les tentatives des enfants d'échapper à ces mauvais traitements étaient qualifiées d'orgasme. C'est un crime contre l'humanité, c'est un crime contre l'humanité, un crime contre l'enfance, contre la vie, c'est une abomination, et c'est ça qui sert de référence. C'est ça qui sert de référence.
Judith Reisman a essayé par tous les moyens de le dénoncer, elle l'a dénoncé, elle n'a pas été entendue de l'institution. L'université n'a pas voulu l'entendre. Alors je vais dire quelque chose quand même qui est important. Judith Reisman, elle a commencé à écrire en 1977. Non, son premier livre est paru en 1982, je crois. Hein. Donc ça fait quand même déjà longtemps. C'est par mon intermédiaire que le premier livre d'elle est paru en français. Ils étaient où les sexologues français? Ils étaient où les éditeurs français? Ils étaient où les universitaires français? Ils étaient où les psychologues français? Ils étaient où? Ils n'avaient pas entendu parler d'elle? Oui, mais rappelle-toi que dans les années 70-80, en France, nous avions, peut-être encore toujours, mais en tout cas c'était l'apogée à cette époque-là, toute cette fameuse intelligentsia de la rive gauche qui était très favorable à la pédophilie. Mais bien sûr. Bah, c'était Donc, rappelle-toi, Libération. C'était les dignes héritiers de Kinsey, c'est clair et net. Oui. C'est clair et net. Bah, il y a Gabriel Matzneff. Alors, j'ai écrit un petit livre sur Gabriel Matzneff qui s'appelle De l'amour et du crime, du sexe et des enfants. C'est une espèce de lettre ouverte. Moi, quand j'ai commencé à comprendre toutes ces choses-là, j'ai découvert Gabriel Matzneff. Je suis allé en bibliothèque, j'ai lu 1 livre, 2 livres, 3 livres, 4 livres. Après, j'ai arrêté parce que vraiment, c'était... voilà, j'avais compris l'essentiel. Et je lui ai écrit une espèce de lettre ouverte, sans m'adresser à lui directement, mais en m'adressant à lui, mais je veux dire pas personnellement, quoi. Et sans le nommer. Maintenant, je peux le nommer puisqu'il a été démasqué, mais j'ai mis ce petit texte sur la toile et j'ai commencé à comprendre ce que c'était que la pédophilie dans les milieux chics, dans les milieux... Les enfants ont droit à la sexualité. Non, d'abord, foutez-nous la paix, vous n'êtes pas des enfants. Quand les enfants réclameront, je veux bien accepter de les écouter, mais c'est pas les enfants qui réclament, hein, c'est les adultes qui les obligent à regarder des images qui les choquent, à tenir des discours qui les choquent et à parler de sujets qui les choquent. Et il faut ficher la paix aux gosses. La sexualisation forcée des enfants, c'est la destruction de l'enfance. Et effectivement, les années 70, c'est les enfants, ils ont bien le droit, les enfants, ils ont bien le droit. Alors, on peut faire référence à la fameuse pétition de 1977, pendant que Judith Reisman, de son côté, elle commençait véritablement à comprendre. Il y a eu une pétition en France qui a circulé en 1977 pour demander que 2 ou 3 pédophiles emprisonnés pour avoir couché avec des gosses soient libérés au titre que, des années de prison pour des baisers et des caresses, ça suffit. Pourquoi ça suffit? Pourquoi? Parce que des baisers et des caresses, mais des baisers et des caresses, même consentis, on n'a pas à donner des baisers et des caresses d'ordre sexuel à des enfants. Moi, si j'ai un gosse qui me saute dans les bras, et Dieu sait si j'aime les enfants et s'ils me le rendent bien, je cherche pas à les faire jouir et il n'en est pas question. Il n'en est pas question, il n'en est jamais question. Jamais. Jamais. Je veux dire, c'est tabou, c'est interdit, c'est tout. Il y a des tabous, il y a des interdits. Et l'interdit sur le sexe, sur les enfants, c'est un interdit qu'il faut rétablir. De toute façon, on est dans une société qui ne veut plus d'interdits. Le résultat, c'est que maintenant, il y aura des portiques et il n'y aura pas de règles. Il y aura des portiques pour surveiller les gosses quand ils vont rentrer, mais il n'y aura pas de règles pour leur apprendre que non, c'est non. Non, c'est non. C'est ça, c'est vrai. Et ce Kinsey, justement, il faut le démasquer, il faut en parler, il faut le faire. Il faut de plus en plus le faire connaître. Et justement, voilà, Judith Reisman, elle a été la première à démasquer les travaux de ce monsieur. Absolument. Alors, pas uniquement, pas tous les travaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont énormément critiqué Kinsey. Et d'ailleurs, quand on lui a signalé l'existence du docteur Kinsey, elle a lu des bouquins qu'on lui a recommandés. Elle a été affolée de ce qu'elle voyait. Mais surtout, ce qu'elle a compris, c'est en lisant le fameux tableau 34 de la série des orgasmes et en écrivant au directeur... Alors, qu'est-ce que le tableau 34? Le tableau 34, c'est le nombre d'orgasmes que les enfants, entre quelques mois et 14 ans, peuvent éprouver en 24 heures. C'est le tableau hallucinant, quoi. Entre quelques mois et 14 ans. Un gosse de 4 ans, il a 26 orgasmes en 24 heures. Il a dormi entre quelle heure et quelle heure? Et puis, comment il les a eus, ces orgasmes? On peut savoir. Alors, elle a voulu savoir. Elle a écrit à l'Institut Kinsey, au directeur, qui lui a dit, par des techniques orales et manuelles. Elle a compris. Des techniques orales et manuelles, c'est-à-dire qu'ils ont violé ces gosses. Ils les ont violés. Donc, ce qu'elle a découvert, 2 choses simultanément. C'est que les enfants on se sert de viol d'enfants, mais de centaines d'enfants. Et elle en a découvert à l'origine 317, mais quand elle a fouillé un peu, elle en a trouvé 2000. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les professionnels ne veulent pas l'entendre. Les professionnels sexologues.
Les professionnels de l'enfance, les professionnels de la protection de l'enfance ne veulent pas l'entendre. Alors, Comment ça, il va pas l'entendre? C'est-à-dire? eh ben, elle a été invitée à un congrès à D'accord. Jérusalem, un congrès de sexologie. Tous ces sexologues, ils étaient là pour parler du sexe avec les enfants notamment. Et puis voilà, elle s'est présentée à l'estrade avec le fameux tableau 34 et avec les explications de Kinsey sur comment ils avaient obtenu ces orgasmes. Et elle leur a dit, regardez, vous êtes là des scientifiques qui vous rendez complices d'un crime contre les enfants. C'est de la torture, c'est du viol. Eh bien, au lieu de l'applaudir, ils l'ont chassée. En disant, celle-là, il faudra la faire taire. Ça veut dire que toute l'agent sexologique de l'époque, je crois qu'il y a des je suis même persuadé qu'il y a des sexologues qui cherchent sincèrement et proprement à améliorer les relations conjugales. Je pense que ça existe. Mais le reste, c'est la promotion du sexe avec les enfants. Mais ce Kinsey, voilà, qui avait son institut en Amérique, quand même, une démocratie à l'époque. Non, mais allez, on va dire entre guillemets démocratie. Allez, voilà. Bon, disons une société avec des contre-pouvoirs. Voilà. C'était dans les années 50. 40-50. 40-50. Dans un pays dit puritain. Comment ce type-là a pu avoir un institut aussi important, infiltrer l'appareil d'État et recevoir, j'imagine, beaucoup d'argent pour faire ça? Eh ben parce qu'il a été missionné pour ça. Il avait un financier, c'était l'Institut Rockefeller, et il avait un super protecteur qui s'appelait la CIA. C'est-à-dire que le plan dont je vous ai parlé tout à l'heure, le plan du nouvel ordre mondial, c'est un plan qui se déroule à l'échelle mondiale, supervisé par à la fois l'Institut Rockefeller, qui est toujours là, hein, et par la CIA, pour promouvoir la réduction de la population à l'échelle de la planète. Et pour réduire la population, il faut faire en sorte que les gens ne fassent plus l'amour et ne fassent plus d'enfants. Ça, c'est le plan, réduction de la population. Le plan, c'est la réduction de la population. Et dont on voit d'ailleurs les derniers développements en France. Là, on est en train de discuter l'euthanasie. C'est quoi l'euthanasie? C'est bien la réduction de la population par l'élimination des plus faibles. C'est le même plan. C'est le même plan. Et Kinsey, il était chargé, dans ce plan, de renverser les valeurs et de renverser la morale. Et qu'est-ce que c'était le but? C'était de dire, ça n'est pas à la morale, ça n'est pas aux moralistes de dicter les règles. Ceux qui doivent dicter les règles, ce sont les scientifiques. Et il a fait passer pour scientifiques des abus sexuels sur des enfants, et pas que. C'est donc l'inversion des valeurs. C'est l'inversion des valeurs. Aussi... Et c'est le mensonge dans les grandes largeurs, quoi. C'est aussi l'attaque de l'état profond de ces sociétés contre la religion. La religion, c'est l'obstacle le plus sérieux pour eux. C'est l'obstacle le plus sérieux. Dans les textes, alors parce que tout ça, ça a été repris à la fois par les textes de l'Organisation mondiale de la santé, par l'UNESCO, l'UNICEF et toutes les grandes agences de l'ONU et l'ECOSOC. Toutes ces grandes agences de l'ONU font la promotion de cette éducation à la sexualité telle qu'elle a été promue par Kinsey. Et ce qu'ils disent, c'est qu'il faut libérer les gens des contraintes de la morale, de la religion, de la tradition, etc. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir des enfants, des adultes, enfin des humains, complètement déconnectés de tout ce qui est moral et pour ne se concentrer que sur la satisfaction de leur besoin de jouir. Je suis désolé, mais moi, je ne veux pas vivre dans un monde comme ça. Je ne veux pas vivre dans un monde comme ça. Je vais mettre les pieds dans le plat. Vas-y. C'est une façon de préparer le terrain à l'antéchrist. Bah oui. Ouais, c'est diabolique. C'est ça? C'est diabolique. C'est diabolique. Mais ça, je lui dis, elle l'avait bien compris. Julie Treisman, que j'ai fini par connaître, hein, je l'ai rencontrée, je l'ai fait mieux que la rencontrer. Hein, je l'ai fait venir, je l'ai fait traduire. Enfin bon, mais comment cette femme-là a vu ce plan? Comment elle a pu... un jour, elle a dit, c'est le diable. Alors j'ai dit, c'est quoi le diable? Elle me dit, c'est cette volonté de détruire, cette volonté active en marche. C'est une volonté active en marche qui se donne les moyens de détruire la création. C'est-à-dire que tout ce qui était immuable... Elle a très bien compris, c'est le diable, c'est ce qu'on appelle le diable. C'est pas la peine de l'imaginer rouge avec des cornes, hein, et avec une queue. D'ailleurs, pourquoi pas, mais le diable, c'est le mal, la destruction active en marche. Avec son apogée actuel et même sa symbolique qui est montrée au vu au su de tous. On va prendre les JO, la cérémonie des Jeux Olympiques. J'étais horrifié de ce que j'ai vu. D'ailleurs, ça a déclenché une réaction d'horreur absolument dans énormément d'endroits. Alors, il y a une chose que moi je constate depuis de nombreux mois, c'est un retour à l'Église, un retour à la messe, un retour à la religion
chrétienne chez nous, hein, je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais qu'on n'avait pas vu avant. Ça a fait une espèce de réaction. Moi, j'ai été, il y a quelques années, je n'étais pas marraine et je suis déjà de 6 personnes. Ah, quand même. Oui, 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 oui. Je suis encore de nouveau marraine et j'ai pas pu être marraine 2 fois parce que le jour de Pâques, j'ai porté sur les fonts baptismaux une femme de mon âge et j'ai pas pu aller au baptême d'un autre ami qui m'avait demandé d'y être et j'ai dit: «Je peux pas être aux 2 endroits à la fois». Donc voilà. À Pâques, la dernière, il y a 3 personnes qui me sont très chères qui sont devenues catholiques. De celles de personnes que je connais très bien. Il y a un véritable renouveau vers la religion. C'est incontestable. En réaction à ce que C'est un ces gens réveil, font. c'est un réveil, c'est un réveil. Si vous croyez pas, si vous dites: «Ah, tout ça, c'est pas grave, c'est pas grave». Bon, mais si vous voyez le diable en marche, vous dites: «Maintenant, si on ne l'arrête pas, il s'arrêtera pas tout seul». Et c'est quoi le diable? C'est les politiques de destruction des valeurs qui sont actives, qui sont en marche et que si on ne les arrête pas, elles ne s'arrêteront pas toutes seules. Elles ne s'arrêteront pas toutes seules. Moi, j'ai senti, je savais longtemps à l'avance qu'on préparait le mariage pour tous. J'étais vent debout contre ça parce que je savais ce qu'il y avait Parce derrière. qu'on avait commencé avec le Pax. On avait commencé avec le Pax et puis en se moquant. Alors dès qu'une femme catholique se voit, ah, c'est une mal baisée, gna, 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 tout le mépris qu'il peut y avoir sur les femmes de conviction, c'est ce que Judith a subi de plus incroyable, quoi. Les caricatures qu'on a fait d'elle, comment ils se sont fichus d'elle aux États-Unis. Quand elle a commencé à dénoncer ça, il y a eu une bronca contre elle qui a été monstrueuse, monstrueuse, monstrueuse. Elle est restée droite comme un nid, elle a pas voulu céder et finalement elle a été rejointe par des gens très très bien qui ont pris le relais et puis et maintenant son travail Mais, est traduit mais, dans mais beaucoup de comment, langues. comment elle, Judith, a découvert que ses travaux étaient en marche et que ça allait envahir comme ça l'ensemble de nos sociétés? Bah, sa fille, quand sa fille avait 11 ans, elle a été violée par le voisin du dessus. C'est-à-dire que Judith a compris que des enfants avaient une sexualité active et morbide à la fois. Et elle tombait des nues et en se renseignant, elle s'est rendue compte que on essayait de la convaincre que c'était normal. Elle a dit: «Non, c'est pas normal». Et C'est qui on a essayé de la convaincre? bah, quand elle a raconté à sa famille, à sa meilleure amie que sa fille avait été violée, elle a une tante sur la côte ouest qui lui dit: «Elle l'a peut-être cherché» et une copine sur la côte est qui Elle a lui dit: peut-être «Elle l'a peut-être cherché. cherché, elle l'a peut-être cherché». Et quand elle dit: «Comment Quel âge elle voulez-vous?» avait, sa fille? 11 ans. Comment Comment à 11 ans on peut chercher justement à se Alors faire réponse, violer? tu sais bien que les enfants sont sexuels dès la naissance. C'est-à-dire que 2 personnes qui ne se sont jamais vues et qui étaient de générations différentes, avaient repris pour elles-mêmes le discours Kinsey. C'est-à-dire que le mensonge Kinsey, les enfants sont sexuels dès la naissance, qui sont le résultat de ces viols dont on parle, était rentré déjà dans les mœurs. C'était déjà rentré dans l'esprit C'est-à-dire des gens. que par exemple, à l'école, déjà en Amérique, on faisait des cours dessus, il y avait peut-être à la télévision aussi Alors, pas forcément la télévision, c'est passé par les bibliothèques, c'est passé D'accord. par oui, c'est passé par c'est passé par l'école, c'est passé par l'école. Jusqu'à ce qu'il y ait des lois absolument invraisemblables. Vas-y, vas-y, continue. Jusqu'à ce que des lois absolument invraisemblables passent qui disent que la circulation de la pornographie aux États-Unis était interdite, parce que c'était les règles de l'Amérique pudibonde, et que grâce, entre guillemets, aux travaux du docteur Kinsey, des juges ont estimé que de l'information sur la sexualité pouvait circuler si c'était de l'information et si c'était à visée pédagogique. Hein? C'est-à-dire que la même pornographie, si vous la mettez dans une enveloppe et que vous l'envoyez et que l'enveloppe est saisie, vous pouvez aller en prison s'il y a de la pornographie, sauf si vous l'adressez à une école. Vous suivez? Tu suis là Donc le ils truc? ont ouvert une boîte de Pandore. Ils ont ouvert une boîte de Pandore et la sexualité est rentrée dans la tête des gosses par l'intermédiaire des écoles, au titre de la pédagogie, au titre de les enfants sont sexuels dès la naissance et il faut leur donner une éducation. Parce que le corollaire des enfants sont sexuels dès la naissance, puisque ils ont une sexualité, il faut les y encourager, il faut les y éduquer. Et ça, l'éducation à la sexualité à l'école, c'est du Kinsey, du Kinsey et du Kinsey. Et Alors, encore du Kinsey. Et ça, c'est à l'ONU, c'est à l'OMS, c'est à l'ONU, c'est dans tous les programmes d'éducation à la on sexualité. va continuer, on va en reparler, on va continuer sur la seconde partie d'émission, mais avant ça, le Bobino. Nous n'avons pas d'annonceurs, ce sont vous les patrons, vous êtes nos
patrons à Radio Courtoisie, même nos propriétaires, si je puis dire. Nous ne voulons pas de publicité et d'annonceurs privés, les Danone, les Renault, les Peugeot, que sais-je, parce que c'est eux après qui choisissent les invités des émissions. Mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous croyez? C'est ça le capitalisme. Le capitalisme cherche justement à seulement des nouveaux marchés, et comme il cherche des nouveaux marchés, il cherche à satisfaire tout le monde et donc à avoir des discours creux, ce que nous ne voulons pas. C'est pour ça que vous êtes les propriétaires, c'est pour ça qu'il faut nous aider, et c'est grâce à vous qu'on peut inviter par exemple des Marion Sigaud qui nous parlent justement de ce plan mondial qu'ils veulent contre nos enfants. Et là, c'est très important d'en parler parce que l'école, je vois quand même que de moins en moins de parents qui sont aujourd'hui de ma génération regardent ce que font leurs enfants à l'école. Ils regardent de moins en moins les devoirs de leurs enfants. Est-ce qu'ils en ont encore des devoirs, les enfants? Enfin, je sais pas, c'est une question que je pose. On leur apprend pas rien, ils savent plus lire. Mais en tout cas, les parents d'aujourd'hui mettent de moins en moins le nez dans ce que font leurs enfants à l'école. Et ça permet, et c'est une brèche du coup, ça permet à ces mondialistes d'imposer cette éducation sexuelle, d'imposer toutes ces choses aux enfants et qui imprègnent leur cerveau. Et on voit cette nouvelle génération, en ce moment, n'est pas très bien. Non, mais attendez, ils savent plus lire, ils savent plus écrire. J'ai une dame que j'ai rencontrée récemment qui m'a dit qu'elle a retrouvé des livres, des anciens livres du Club des 5 de Ned Blyton, qui étaient les livres de la Bibliothèque Rose que je lisais moi quand j'étais petite, avec les versions actuelles. Ils ont réduit de 2/3 le vocabulaire. Il n'y a plus un seul passé simple. Tous les mots compliqués ont été remplacés par des mots simples, c'est-à-dire qu'on apprend les enfants à être de plus en plus incultes et de plus en plus abrutis. Si en plus on les gaffe de sexe, on est en train de préparer quoi? Des générations d'incultes absolument incapables de se défendre, de savoir de connaître le monde qui les entoure et d'avoir une chance de s'en sortir. C'est complètement effrayant. C'est effrayant. Très belle émission, comme toujours. Merci Mike et bravo à votre invité. Merci à l'invité. Il faudrait qu'elle s'exprime plus souvent afin de réveiller les consciences. Peut-elle épeler le nom de la personne dont elle a parlé? Judith, comment? R-E-I-S-M-A-N, Reisman. Judith Reisman, dans le livre Sexologie et mensonges. Donc elle était... Reisman, c'était le nom de son époux, dont elle a finalement divorcé, mais elle en a conservé le nom. Son nom de jeune fille, c'était Gelernter, et son grand-père est parti de Varsovie à la fin du 19e siècle. C'était donc une famille de juifs polonais. Voilà. D'accord. Mais alors, elle était elle-même, elle est décédée le 9 avril 2021. Elle était elle-même native américaine, son père natif américain et sa mère native américaine. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas connu le nazisme. Ils étaient en Amérique pendant la guerre. Certes, la promotion des conceptions, enfin c'est un commentaire, des conceptions de Kinsey par l'ONU est diabolique, mais à plus court terme, la pornocratie n'est-elle pas tout simplement un excellent moyen de soumettre les populations? C'est la même chose. Il me semble que Gramsci a écrit dans ce sens. Merci pour votre émission et ravi d'entendre Marion Sigaud cordialement. Bien sûr, la pornographie, c'est ça. Le résultat, c'est la pornographie. Je ne sais pas qui me disait hier, les gens font plus l'amour, ils regardent du porno et ils s'arrangent tout seuls. Voilà, c'est le résultat. Est-ce que l'amour, c'est pas la plus belle chose qu'on puisse faire? Non, non. Maintenant, il y a mieux. La satisfaction immédiate à partir d'artifices, de papier glacé ou de trucs en ligne, quoi. Et la pornographie, elle était au début excitante. Maintenant, elle est horrifiante. Et elle provoque la même chose, c'est-à-dire l'excitation qui doit mener à la satisfaction de l'excitation. C'est-à-dire que c'est devenu une sexualité de mort, de violence et de merde. C'est ça maintenant. C'est ça. Et il y a eu un reportage il y a quelque temps d'anciennes actrices de porno qui disaient on ne veut plus faire ce métier. Parce que maintenant, il faut prendre des coups, il faut prendre des coups de fouet. C'est bon là. C'est non. Et c'est la glissade. Et maintenant, c'est ça. Avant la pornographie, il fallait payer pour en avoir. Maintenant, il faut payer pour plus en avoir. C'est-à-dire que c'est pas l'époque de Brigitte Lahaie ou des bourgeois sans canaille. Là, on est dans des choses
où les gens se font du mal physiquement. Oui, puis alors, plus c'est véridique, plus ça a l'air vrai et plus c'est cher. D'ailleurs, il y a un truc qui existe qui s'appelle les snuff movies, où on Qu'est-ce sait que qu'il c'est? existe un marché de cassettes, enfin de cassettes, de films, sur lesquels des enfants sont mis à mort de la façon la plus atroce possible, et plus la mise à mort est atroce, et plus le spectacle est cher. C'est-à-dire que vous avez des gens qui gagnent des fortunes à torturer à mort des enfants, et vous avez des gens qui payent pour le regarder. Et c'est ça qui dirige le monde, faut quand même le savoir. Et si on rendait le sexe à l'amour et l'amour au sexe, ça serait pas mal, non? Hein? Faire l'amour. L'amour, c'est jamais dans aucun programme ça. Jamais le mot n'est prononcé. Moi, j'ai lu Qu'est-ce qu'il est dit justement? la jouissance, l'orgasme. Donc est-ce Orgasme, que toi t'as orgasme. lu? Bah oui, non, j'ai lu. Moi, j'ai lu tous les programmes de l'UNESCO, de l'UNICEF, de l'Europe. Je les ai tous lus. Et qu'est-ce qu'ils disent? L'orgasme, la jouissance, l'orgasme, la jouissance. L'amour, il n'y a pas. Le droit de jouir. Le droit de jouir. C'est quoi jouir? C'est de quoi je me mêle? C'est privé, ça. Vous en occupez pas. Vous occupez pas de ce qui se passe dans l'intimité des vies. Mais c'est récent, ça. C'est depuis Kinsey. Avant, jamais l'État ne s'occupait de ce qui se passait dans les alcôves. Maintenant, c'est étalé. C'est incroyable. Maintenant, il y a des droits. Les droits d'eux, non mais sans blague. Alors, le droit de... Bon, c'est pas nouveau, n'empêche. Hein, c'est pas nouveau. Hein. Il y avait dans la Berlin des années 30, il y avait une corruption des mœurs, c'était absolument phénoménal. Et le mouvement sexologique, il a quand même beaucoup démarré. Il a quand même beaucoup démarré là. Et puis après, il s'est exporté quand Hitler a lâché ses sbires sur l'Institut de sexologie. Bon, ben, ils ont déménagé en Amérique et puis ils y sont restés. Certains en Amérique, certains en France. Et voilà, c'est la corruption. On a remplacé l'amour par la recherche de la jouissance immédiate. Et c'est la barbarie. Ça s'appelle la barbarie. Avec en plus une envie de légaliser la pédophilie. Mais c'est clair, ils veulent tout légaliser. Ils veulent légaliser. Mais bien sûr, mais bien sûr. De toute façon, quand la pédophilie sera légalisée, il n'y aura plus d'enfance, ça sera fini. Est-ce Ça qu'on sera arrive fini. vers ça? Parce que j'ai Bah, c'est l'impression ce qu'ils quand même veulent. qu'ils ont fait J'ai l'impression qu'il y a ce lobby pédophile qui quand même a gagné du terrain. Ah mais ça, pour gagner du terrain, ils ont gagné du terrain. Moi, ce que je crois quand même, parce que je suis le sujet depuis plus de 30 ans, je vois la différence entre aujourd'hui et hier. Quand j'ai commencé à parler de ça, on m'a traité de dingue. J'ai des amis qui se sont fâchés avec moi, qui sont partis de chez moi en claquant la porte, en disant qu'il y en avait marre d'entendre des conneries comme ça. J'étais un jour à Paris à prendre un café avec un type, il est parti comme une fusée, j'en avais marre d'entendre des conneries. Si c'était des conneries, il y avait qu'à dire, Marion, tu dis des conneries, pas, sans se fâcher. C'est-à-dire que je touchais vraiment à un sujet sensible. Donc, pendant longtemps, il était impossible de parler de ça. Quand j'ai commencé à en parler avec des références, avec des trucs, je voyais que les gens étaient excessivement mal à l'aise, mais la plupart du temps, ils ne me croyaient pas. Maintenant, tout le monde me croit. Maintenant, c'est au vu, au su de tout le monde. Donc, la différence entre hier et aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'avant, quand on dénonçait, on se faisait taper sur le bec, pan sur le bec, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Maintenant, tout le monde voit que c'est vrai. On voit que c'est vrai parce qu'on le voit à l'école, et puis parce que la monstruosité des politiques, des services sociaux vis-à-vis des familles, ça commence vraiment, vraiment à se voir. Ça commence vraiment à se Oui, voir. mais on voit que c'est vrai, certes. Mais si justement on ouvre les yeux, on voit que c'est vrai, je ne vois pas de mouvement qui essaye d'arrêter cet état On de fait. verra, on verra, on verra, on verra, on verra. Il va y avoir un instant T où ça va basculer. Parce que pour l'instant, la défense des gens par rapport à cette vérité, c'est pas vrai. Quand ils verront que c'est vrai, il y aura du sang sur les murs. Et à mon avis, on commence à voir que c'est vrai. Derrière ça, il y a une politique, et c'est une politique que j'ai bien étudiée dans mon livre La Marche rouge, une politique d'ancien régime qui consistait, pour les notables, à séparer les pauvres de leurs enfants. Au titre que la gueuserie, ça se perpétue de père en fils. Et il y a dans les services sociaux français la même chose. Si vous avez une mère en difficulté, les services sociaux se précipitent pour enlever les enfants à la mère en difficulté, au lieu d'aider la mère à être moins en difficulté. Parce que ça, alors là, j'en ai des dizaines des témoignages de ça, y compris dans mon village, y compris dans mon environnement très très proche. Hein. Vous avez une mère qui a du mal avec ses gosses, hop, on les lui enlève. Et les enfants, on les retrouve où? On les retrouve sur le trottoir, on les retrouve dans des réseaux. Non mais attendez, c'est absolument invraisemblable. Les services sociaux n'ont jamais été là pour
aider les familles, mais pour les briser, pour se servir des enfants. Ça se voit. Il y a vraiment en ce moment une dénonciation de ces choses-là, comme il y a une commission d'enquête qui est en train d'en parler, qui est en train d'expliquer ce que deviennent tous les enfants retirés à leur famille. La prise de conscience est en cours. Mais moi, je ne connais pas la longueur de la mèche. Je la connais pas, la longueur de la mèche. Je peux simplement témoigner, puisque ça fait plus de 30 ans que je suis sur le sujet, que la prise de conscience, elle est croissante. Et la vitesse, l'accélération de cette prise de conscience, elle est vertigineuse. Elle est vertigineuse. Ce que ça va donner, je ne sais pas. Je ne suis pas prophète. Mais je sais que là où jadis, on se vissait le doigt sur la tempe, là maintenant, on m'invite. Ah, et c'est pour ça que je suis là. Ah oui. C'est parce que tu me prends au sérieux. Mais bien entendu. Mais il y a parce 30 ans, tu m'aurais pas prise au sérieux. Tu aurais dit, mais t'as fini de déconner, t'as fini. Mais il y a 30 ans, j'avais 14 ans. Écoute, j'ai des amis israéliens qui m'ont dit, alors c'est rigolo parce que je suis arrivé un été en Israël et je raconte ça à mes amis israéliens. Et ils m'ont raconté après, ils m'ont dit, quand je suis parti, ils m'ont dit, la pauvre, tu te rends compte, elle est devenue complètement dingue. J'arrivais, je leur racontais. Alors, c'est des amis francophones qui habitaient à Jérusalem. Oh, dis donc. Et dans la foulée, éclate l'affaire Dutroux, c'était en 96. Alors, il me dit, mais elle avait raison. Ils m'ont écrit pour me présenter des excuses. Je ne savais pas qu'ils m'avaient traité de dingue derrière mon dos, mais ils me l'ont dit. Ils m'ont dit, on a cru que tu étais folle, alors qu'on a compris que tu étais simplement renseignée avant les autres. Tu as plus d'intuition et de perception que nous. Oui, parce que nous Dutroux, l'affaire Dutroux, on a appris que c'était un amateur, le gars. C'était un petit joueur. C'était un pion dans un réseau gigantesque. Un pion dans un réseau gigantesque. Un pion qui a quand même impunément pu enlever des gosses, les torturer. Oh mon Dieu, mais quelle horreur cette histoire. Et alors, c'était cet été-là, donc mes amis Jérusalem qui disent à la fois, elle est complètement dingue, et puis brusquement, ah la vache, c'est encore elle qui avait raison. Et raison avant tout le monde. Ah, j'ai énormément de commentaires qui arrivent. Ah, alors vas-y, je t'écoute. Bonjour, c'est une guerre sociale menée par l'oligarchie. D'après mes lectures, l'eugénisme moderne a été conçu par les élites britanniques, inspiré par le darwinisme social. Oui. H.G. Wells nous décrit le projet dans son livre Open Conspiracy, dans lequel le contrôle biologique de la population au niveau mondial est abordé. Oui. Voir également Le meilleur des mondes de Huxley ou Aldous. Un bonheur insoutenable de Ira Levin. Absolument. Rappelons-nous que ces élites britanniques étaient très bienveillantes envers le régime nazi dans les années 30, appréciant en particulier les mesures eugénistes destinées à éliminer les handicapés ou les soi-disant inadaptés sociaux. Absolument. Cette culture eugéniste des élites britanniques a été le terreau des politiques s'attaquant aux valeurs familiales traditionnelles dans le planning familial. Ces élites veulent mettre en place une classe managériale chargée de s'occuper du troupeau humain mondial. Nous sommes d'accord, le projet est bien avancé en France. Merci pour vos émissions de grande qualité. Je salue aussi les auditeurs de Radio Courtoisie parce que avoir des commentaires à ce niveau-là, je pense pas que ce soit sur Énergie 12. Hein. Non, magnifique. Merci de ce commentaire. Vraiment, merci de ce commentaire. Qu'est-ce que tu en penses? Ah bah je sais exactement ça. C'est vrai que c'est parti d'Angleterre. Hein. C'est parti d'Angleterre. Mais on sent que quand même il y a une guerre. Et ça va être ma marotte, mais bon, j'aime en parler. C'est celle du protestantisme contre le catholicisme. Bah oui, c'est l'Angleterre contre la France. Hein. C'est ça. Oui, c'est l'Angleterre contre la France. C'est l'Angleterre des grands propriétaires terriens contre l'Angleterre des communautés agricoles souveraines. Carl Zéro. Ça, c'est de l'histoire. Même combat que Marion Sigaud, elle n'est pas seule. Je sais pas, moi, il m'a jamais invité. Il connaît mon existence depuis 30 ans. Il m'a jamais approché. Invite-la si tu m'écoutes. Non, c'est bon. Il sait exactement qui je suis. Hein. Il sait exactement qui je suis. D'accord. Il existe un bon livre, Kinsey le corrupteur de Suzanne Brickman, édition L'Homme Nouveau, paru en 2005, que je conseille. Absolument. Alors c'est un livre, voilà, absolument. C'est un livre sur Judith Reisman, donc qui en parle en termes tout à fait à la fois élogieux et extrêmement documentés. C'est un livre qui n'a pas été repris ni par les universitaires, et qui n'a donné envie à aucun éditeur français de la publier, elle. Voilà. C'est un livre qui est paru, mais je crois par l'intermédiaire de Radio Courtoisie, me semble-t-il. C'est possible. Oui. Alors, c'est 2008, c'est le zoologue violeur. Et alors, c'est Suzanne Brickman, c'est ça? Oui. C'est un livre sur les travaux de Judith. D'accord. Donc, jusqu'à ce que j'arrive, il n'y a pas eu de livre de Judith traduit. Non, mais tu vois quand même les auditeurs qu'on a. C'est-à-dire qu'ils ressortent ça de... Alors là, ça m'a surpris. Hein. Je confirme. Bravo. Ça a donné le zoologue violeur. Merci aux auditeurs. Bravo à elle. Bravo.
Faites... Ah, il y a un mec, quelqu'un qui est pas content. Visiblement, il y a quelqu'un qui dit que voilà, la liberté sexuelle lumineuse pour jouir sans entrave et vivre sans temps mort, comme dit mon ami Benjamin, pas le grivois mais l'autre. Vivement la fête de la musique. Ah non, c'est un message de Jacques. Oh là là, c'est une blague de Jacques Lang. Oh là, des fois je comprends pas les. Des fois, on est en direct. Je ne comprends pas les blagues. Il me dit, c'est Jacques Lang qui nous écrit, pardon. Monsieur Jacques, il dit, faites taire Marion Sigaud et Kinsey, stop Kinsey, rien en matière de liberté sexuelle lumineuse pour jouir sans entrave et vivre sans temps mort, comme dit mon ami Benjamin. Pas le grivois, mais l'autre. Rappelez-vous Benjamin Griveaux. Vivement explosion de ma fête de la musique avant la marche des fiertés pour tous les noms coincés, c'est moi, Jacques Lang, l'éternel. Bon bah Jacques Lang, t'as vu écoute Radio Courtoisie. Non mais alors, moi je voudrais dire une chose aux gens, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit vous êtes contre le plaisir. Je dis c'est ça me ressemble ça. Mais je veux pas le savoir, faites ça dans l'intimité de votre vie privée. Ça n'a pas à être public. Il y a un truc qui s'appelle la pudeur, qu'on considère comme de la bêtise. Je suis désolé, mais la pudeur, c'est ce qui respecte les uns et les autres. Madame Sigaud peut-elle faire mention du salon où elle sera présente pour dédicacer ses livres? Chez Anne Brassier, le 23, le 20... Oh, chez Anne Brassier, est-ce que quelqu'un... Chez Anne Brassier, oui. Chez Anne Brassier, la semaine prochaine, je crois. C'est où? À Paris. Il faudra... Alors, je recommande d'aller sur mon site marionsigaud.fr, ce sera indiqué. Voilà, maintenant, j'ai un site qui a été revu et corrigé parce qu'il était un peu chaotique. Maintenant, toutes mes interventions... Alors, je vais en Belgique lundi et mardi. Je vais au Puy-en-Velay samedi en 8, au Puy-en-Velay, à la librairie Les Arts Enracinés. L'excellent Maxime qui fait un excellent travail de promotion des auteurs comme moi. Et à Paris, Anne Brassier, je suis désolée, chère Anne, elle va m'en vouloir. Je ne suis pas capable de donner la date tout de suite, mais ça va être sur mon site d'ici demain soir. Donc marionsigaud.fr. Voilà, ce sera sur mon site demain soir. Sexologie et mensonges, édition Réhistoire, livre de Marion Sigaud. Tiens, Jacques Lang, comme il nous a contacté, donc il faut qu'on en parle un petit peu quand même. Jacques. Voilà. Jacques. Lui, il a été quand même... parce que Kinsey a eu ses porte-paroles, même après sa mort. C'est clair. Et lui en a été. Ah oui, il a fait partie des gens qui ont signé la pétition pour la libération des homosexuels emprisonnés en 1977. Non mais c'est clair. Le droit de jouir, non mais faites ce que vous voulez, mais je veux pas le voir, quoi. On a le droit de ne pas voir, c'est le droit de ne pas voir, c'est quand même incroyable. Maintenant, on voit des gens qui se sodomisent dans la rue. Moi, Dieudonné a mis en ligne il y a quelques années un couple sous un lampadaire, en plein milieu de Strasbourg. Un couple, une paire. Mais attendez, on a le droit de ne pas voir, on n'a plus le droit d'être choqué. Mais que ces choses-là retournent là d'où elles n'auraient jamais dû sortir, c'est-à-dire dans l'intimité. Il n'y a plus d'intimité maintenant. Et est-ce qu'il va y avoir un retour en arrière, ou est-ce que la boîte de Pandore a tellement été ouverte que ce n'est plus possible? Il y aura forcément un retour en arrière. Parce que moi, je crois que la pudeur est quelque chose de naturel. Prenez un petit enfant. Baissez-lui le pantalon, il va mettre tout de suite ses mains devant. Tchouc! Tout de suite. Oui, mais il ne veut pas qu'on voit. Parce que la pudeur est naturelle. Les institutions te diront que c'est la société qui forge. Oui, c'est la société. On vit en société. C'est la société qui forge. Maintenant, un petit garçon ou une petite fille à qui on retire la culotte, qui va immédiatement cacher ce qu'il ne veut pas qu'on voit, c'est pas la société. C'est l'enfant. C'est-à-dire que de lui-même. Mais bien sûr. Parce que c'est ta nature humaine. Mais c'est évident. Les gens ne sont pas naturellement exhibitionnistes. De toute façon, si l'exhibitionnisme est une déviance, c'est bien que c'est la pudeur qui est la règle. La pudeur est la règle. J'ai raconté à différentes reprises, mais je vais le redire. Alors après, on me dit, Marion, elle radote. Bah oui, mais on me repose les mêmes questions sur le même sujet, donc j'y viens. Il y a quelques années, il y a eu une émission sur France Inter. C'était le samedi matin, j'écoutais beaucoup France Inter, ce que je ne fais plus. Et il y avait des monitrices de colonies de vacances qui racontaient, elles se baladent à la plage et puis elles rassemblent les enfants en disant « Les enfants, une grande nouvelle, maintenant ça y est, on peut. » On peut quoi?
Ben, on peut se balader tout nu. Alors maintenant, on va tous enlever nos maillots de bain et les gosses hurlaient. Ils voulaient pas. Ils voulaient pas. On leur présente comme une... Alors, on essaye de les détourner de leur pudeur naturelle en leur disant « mais c'est bien, c'est bien ». Les gosses ne voulaient pas. Ils poussaient des cris. Et pourtant, on leur a pas appris à ne pas vouloir. Ben non, Justement, on leur a appris à vouloir. on les a habillés. Ouais, très bien. Là, depuis que le monde est Mais mort, c'est on peut-être s'habille. oui, c'est peut-être aussi pour ça que l'homme de nerf dental, c'est aussi couvert. Bah oui, je pense que oui. Alors, et c'est pas Enfin, j'en sais lié. rien, j'y étais pas. Moi, je suis pas préhistorienne. Hein. Bon. Historienne, je suis pas préhistorienne. Tiens, Je sais que la pudeur, c'est la moindre des choses. on ouvre une parenthèse par rapport au début de l'émission parce que j'ai un commentaire qui est excessivement intéressant et on va revenir après sur le livre Sexologie et mensonges aux éditions Réhistoire. Chère madame, je vous apprécie énormément et j'ai été touché par votre témoignage sur votre expérience en kibbutz. C'est original et rafraîchissant. Cela dit, je m'insurge énergiquement contre votre affirmation que la haine des Arabes est enseignée à l'école. Non pas que cela soit fondamentalement faux, et encore ça dépend des époques depuis la création d'Israël. Probablement. Alors est-ce Ouais. que ce monsieur nous envoie nos appels d'Israël? Je ne sais pas, c'est possible. Mais franchement, de nier ou d'omettre totalement de dire à quel point et les autres Palestiniens apprennent réellement une haine féroce et systématique contre les Juifs depuis toujours, avec des spectacles mettant en scène des terroristes se faisant exploser pour tuer un maximum de Juifs et allant direct au paradis. Les Juifs et les Arabes n'ont pas la même valeur et le même respect pour la vie. Merci pour cette émission et longue vie à Radio Courtoisie. Tiens, je te laisse le message. Ah Comme bah, ça, je vais peut-être que- répondre. Je vais répondre. Réponds-lui là, et puis peut-être Ouais, que si je un réponds, jour tu voudrais je lui réponds. répondre par mail, Voilà. n'hésite Non, pas. mais je réponds. J'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Et la dénonciation de la haine des Arabes telle qu'elle est inculquée, c'est pas moi qui l'ai faite, ce sont des amis israéliens qui me l'ont dénoncée, comme eux l'ayant subi. Hein. Et quand je suis allé à la rencontre des Palestiniens, des Arabes, je suis allé, j'ai appris l'arabe, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu de glorification de la. J'ai pas vu ça, c'est tout. Je parle de ce que je connais. Alors, je sais qu'on dit que, mais je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. J'ai vu Bon. tous les Arabes, les Palestiniens que j'ai rencontrés étaient des gens qui éduquaient leurs enfants dans le respect de leur culture et qui leur enseignaient effectivement ce qu'ils avaient subi. Mais je n'ai pas croisé d'Arabes qui me racontaient de toute façon les Juifs on va tous les tuer. C'est pas vrai. Je ne l'ai pas vu. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je peux dire. Alors, si ce monsieur me dit qu'il l'a vu, alors je voudrais qu'il me dise où, quand, comment, et voilà. Bah, tu as ses coordonnées Ouais, et ouais. vous pourrez vous contacter. Ouais. Comme ça, voilà, vous Voilà. pourrez avoir peut-être une correspondance sur Éventuellement. cette question. À mon avis, ça vient de Tel Aviv, ça. Alors, Ou de Jérusalem. je sais pas. Alors, auditrice, même les pays de l'Est de l'Europe ne sont pas épargnés. Presque tous les pays du monde ont signé la Convention de l'éducation à l'UNESCO. Mm. En Hongrie, par exemple, dans certaines écoles publiques, les enfants font leurs devoirs à l'école. Cela fait moins de travail pour les parents, mais d'un autre côté, ils ne savent plus ce qu'on leur inculque leurs enfants. Mais exactement. Alors, il y a une monstruosité qui a été inventée il y a quelques années, ça s'appelle les droits de l'enfant. C'est une épouvante. C'est une épouvante. Pourquoi c'est une Mais épouvante? parce que les droits de l'enfant, qu'est-ce qu'on met dans les droits de l'enfant? On met les droits à la sexualité, on met les droits à la vie sexuelle, les droits sexuels. Il y a deux inventions monstrueuses. Il y a les droits sexuels, tels que ça a été promu alors sous l'impulsion, bien sûr, du Planned Parenthood, les droits sexuels, le droit de jouir, le droit d'avoir la vie sexuelle qu'on veut, etc., etc. Et ensuite, les droits de l'enfant. Comme on donne les droits sexuels aux droits de l'enfant, les enfants se dressent contre les parents. Le parent, maintenant, qui veut exercer son autorité absolument légitime sans laquelle l'enfant n'est pas protégé, l'enfant peut se plaindre et on peut retirer l'enfant aux parents sur plainte des enfants. Les droits de l'enfant, c'est une monstruosité. Au nom des droits de l'enfant, on ne protège plus les enfants. Un enfant qui dit « Moi, mon père, il me fait chier, allez hop !» Et on met en foyer, puis après, allez les retrouver, les gosses. Allez les retrouver une fois qu'ils ont été retirés. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des parents abusifs. Moi, j'ai eu un père abominable. N'empêche, j'en ai eu un quand même. J'ai eu un père quand même. Et si j'avais pas été avec lui, il est évident que je n'aurais pas produit ce que j'ai produit. C'est une évidence. J'aurais très certainement mal tourné. Et Très certainement mal tourné, ce qui n'a pas été mon cas quand même. Mais l'aide sociale à l'enfance, aujourd'hui, parce que, comment dire, c'est une sorte enfin, c'est l'ancienne ADAS, mais ce que je veux dire, c'est que l'aide sociale à l'enfance, quand on s'y retrouve, quand les enfants s'y retrouvent,
c'est pour eux, c'est plutôt double peine même. Mais c'est double peine, c'est triple peine. L'aide sociale à l'enfance, ça consiste à séparer. C'est le truc. Moi, ça remonte à la création de l'hôpital général. Hein, c'est 1656 à Paris. On va interdire que les gueux se reproduisent. On va séparer les gueux de leurs enfants. Voilà. Et donc, on va créer un lieu de renfermement des mendiants et on va séparer les parents des enfants. Et puis après, bonjour les réseaux pédocriminels, c'est là qu'ils se fournissent. Hein. C'est clair et net. Et à la Révolution... Oui, parce que l'État, les départements de soins ne protègent pas les enfants. Bah non, on les protège pas. Et à la Révolution, On les sait pas. À la Révolution, l'hôpital général est devenu l'assistance publique. Et ensuite, l'assistance publique est devenue la DAS. Et ensuite, la DAS est devenue l'ASE. Et ça n'a jamais été dénoncé. Et le principe est le même depuis le début. C'est la séparation des enfants, des parents. Dès qu'il y a un problème, au lieu d'essayer de résoudre le problème et d'aider les parents à résoudre le problème, on les sépare. Et il y a un but derrière ça, c'est de mettre les enfants sous la tutelle de l'autorité supérieure. Et l'autorité supérieure, sans contrôle, c'est le nouvel ordre mondial. C'est le nouvel ordre mondial. Donc, les services sociaux, il y a une genèse des services sociaux. La genèse, je la raconte dans mon livre La Marche rouge. La genèse des services sociaux, c'est la monstruosité de l'hôpital général qui consiste à dire on va séparer les gueux de leurs enfants parce que la gueuserie, ça se reproduit de père en fils et de mère en fille. Donc, on sépare les parents des enfants et les enfants, une fois qu'ils sont sans la protection de leurs parents, s'ils sont sous la protection de leurs prédateurs, eh ben ils passent à la casserole. Alors, question d'auditeur, l'OMS n'a pas dénoncé les manipulations génétiques de virus qui, de toute évidence, allaient aboutir à des armes biologiques faites par les anglo-saxons, qui étaient déjà publiées il y a 30 ans. Par contre, elle a relayé les manipulations des services américains qui ont fait croire aux ADM de Saddam Hussein et qui prédisaient une attaque biologique avec le virus de la variole après le 11 septembre 2001, ce qui a servi à justifier toutes les restrictions des libertés. Ouais. Ces faits et d'autres m'ont fait perdre tout respect envers cette institution. Madame Sigaud est dans la vérité. Le but est la mise en esclavage complet des hommes et les sociétés traditionnelles sont le rempart contre cette pourriture qui a corrompu la France et Rome, qui était la base de la civilisation catholique. On voit clairement qui sont responsables des guerres sans fin. Il parle de satanisme anglo-saxon. Oui, absolument. Satanisme anglo-saxon. Oui, mais enfin, qui a fait des petits partout. Hein. Qui a fait des petits partout. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ah, tiens, bonjour, chère madame, votre expérience israélienne est très intéressante. Tiens, ça a marqué les gens. Mais dans les conclusions que vous tirez, il y a un hic. Oui, juifs et musulmans ont vécu des siècles ensemble. Mais alors, ils étaient tous des sémites. Oh non, faut arrêter avec ça. Assimilés, je lis le commentaire. Ou assimilés comme les quelques issus de Phéniciens, par exemple. Le sionisme, ce sont des juifs d'Europe centrale qui prennent possession de la Palestine. Ces gens n'ont aucun lien avec la culture orientale et sémitique. Exact. Ils ne sont devenus juifs que par intérêt. Parce qu'ils étaient descendants d'eux. Faut quand même rectifier. Il n'y a pour eux aucune volonté de vie en commun avec les autochtones et encore moins de partage. Voilà, seuls les autochtones qui acceptent une relation de larbin maître-esclave sont les bienvenus pour effectuer les basses besognes. Qu'est-ce que tu en penses? Bah oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Bon. C'est pas faux. Non, c'est vrai que Alors, non, mais j'ai sursauté quand on a parlé de ces types, parce que quand j'entendais « je peux pas être antisémite parce que je suis sémite ». Bon, alors, le mot antisémite est un mot qui a été inventé, je crois que c'était fin du 19e siècle, pour parler de la haine des juifs. C'est pas parce qu'ils étaient sémites, c'est le mot qu'on a trouvé. On disait pas juif avant, on disait israélite. On disait pas juif. Juif, c'était injurieux. Donc, pour pas dire anti-juif, on disait antisémite. Donc, l'antisémitisme, c'est indépendamment du fait que les juifs vont être des sémites ou des khazars, l'antisémitisme, c'est ce qui est considéré comme la haine des juifs. Même si, voilà, on sait que... Voilà, c'est ça que je voulais rectifier. Maintenant, oui, c'est juste. Les Palestiniens aujourd'hui sont les descendants des habitants de la Palestine au temps de la destruction du temple. Ce sont les gens qui ne sont pas partis. Donc, ils étaient majoritairement des juifs à l'époque, mais pas uniquement. Il y en a qui se sont convertis au christianisme, une grande partie. Il y en a quand l'islam est arrivé, qui se sont convertis à l'islam, et il y en a qui sont restés juifs. Et les Palestiniens sont les descendants de ceux-là qui ne sont jamais partis. Alors, il y en a qui sont partis, mais effectivement, les Ashkénazes, ceux qui sont arrivés de Pologne et d'Ukraine, ce sont des descendants de
Khazars. Et les Khazars, la Khazarie, c'est sud de l'Ukraine. Ça, c'est vrai, cette histoire-là, sur les Khazars? C'est rigoureusement vrai. Alors là, c'est rigoureusement vrai. Les Khazars, c'est le royaume khazar, c'est un royaume qui a existé au sud de l'Ukraine, au sud de la Russie, qui s'est converti à l'époque du début de l'expansion de l'islam, qui s'est converti au judaïsme. Et ce sont eux qui ont peuplé, qui sont les populations qu'on dit ashkénazes. Donc, ils ne sont pas descendants de juifs expatriés. Et ceux qui sont d'Afrique du Nord, d'Algérie, de Ça, c'est Maroc, autre chose. c'est quoi? Ils venaient de l'origine. Alors, je pense qu'il y a eu certainement une migration, mais il y a certainement eu également des conversions. Mais ce n'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Les Ashkénazes et les Séfarades, ce sont deux histoires tout à fait distinctes. Et le type n'est pas le même du tout. On voit un Palestinien n'a pas la tête d'un juif polonais. C'est pas le même type. Mais les Palestiniens sont vraiment les descendants des Hébreux. Ils sont les descendants des Hébreux. Bon, mon ami Mansour Kardosh, c'est ce qu'il me racontait avec amour. Il dit on est tous descendants des Hébreux d'origine. Bon, revenons à Judith Reisman. C'est le livre hommage que tu lui rends. Ah ouais. Sexologie et mensonges, édition Histoire. On le trouve très facilement? Book Edition, oui, on le trouve très facilement. Alors, si on me rend visite sur mon site, on clique et on peut l'acheter sur Book Edition. On peut l'acheter sur Book Edition directement, ou on peut venir me voir en conférence ou en signature, dont la liste va être maintenant tenue à jour rigoureusement, parce que ça n'était pas le cas avant, sur mon site marionsigaud.fr. Voilà. Donc, quand je viens à Paris, prochainement chez mon ami Yann Brassier. Je vais être au Puy-en-Velay. Je vais être également en Bretagne, à côté de Rennes, pour parler corporation. Et ensuite, je vais faire pendant le mois de juillet, une tournée de conférences pour parler du sujet dans toute l'Aquitaine. Très bien. Et enfin, je veux dire, je vais être partout. Je voulais avoir cette dernière intervention, parce qu'il nous reste encore 5 minutes d'émission. C'est important. On a des parents qui sont de ma génération ou plus jeunes, qui peut-être malheureusement ne regardent pas assez ce que font leurs enfants, ou ne comprennent pas, enfin je sais pas. Bref, en tout cas, j'ai l'impression que ma génération et plus jeune n'éduquent pas assez leurs enfants. Ils les voient pas assez. Je sais que certains de nos auditeurs peuvent être peut-être grands-parents. Est-ce qu'il n'est pas important aussi peut-être de laisser, de permettre à ces grands-parents aussi de peut-être pas de s'occuper d'intruser dans la vie des parents. Mais bien sûr, il faut que les grands-parents reprennent leur rôle. Mais bien sûr, quoi. Mais vive les grands-mères. Ce qui n'est plus le cas. Mais il y avait, je sais pas, je crois que c'était un Indien qui avait dit, si vous voulez sauver une société en perdition, rassemblez les grands-mères. Rassemblez la grand-mère, donnez-leur une bonne information, elle va la disséminer partout. J'ai vu ça en Palestine. J'ai vu Mustapha Barghouti, qui est devenu, qui est député palestinien. Je l'ai connu quand il avait lancé un vaste mouvement d'apprentissage des soins primaires à des populations qui ne voyaient jamais une blouse blanche, qui étaient vraiment en perdition sur le plan sanitaire. Il a dit, j'ai compris, si on veut qu'une information passe, si on donne une information sanitaire essentielle à un homme, il va étudier le truc, il va mettre une plaque, il va demander 5 shekels. Si tu le dis à une femme, elle ramène toutes les copines, elle dit « les filles, écoutez bien ce que je vais vous dire ». Et à ce moment-là, les filles vont le raconter à tout le monde. Et il dit le meilleur vecteur d'une information sociale intéressante, c'est la grand-mère. Et ma dernière question avant la fin de cette émission, quel conseil donnerais-tu peut-être aux grand-mères ou aux grands-pères peut-être qui nous écoutent, qui ont peut-être des enfants, qui leur disent « ne t'occupe pas de l'éducation de mes enfants ». Voilà. Quel conseil pourrais-tu donner? Parce que je pense que c'est les grands-parents qui sauveront les petits-enfants. Oui, c'est les grands-parents. Je ne suis pas dans la configuration, donc ça me gêne de donner des leçons, mais quelqu'un me dirait « ne t'occupe pas de l'éducation de mes enfants », je lui demanderais « tu t'en occupes toi ?» ou « tu le laisses à l'école ?» Parce que c'est la question. L'école n'éduque pas. Elle abétit, elle abrutit. L'école, elle est là maintenant pour détruire notre civilisation.
On n'apprend plus à lire, on n'apprend plus à écrire, on apprend à placer des capotes. On montre des trucs absolument intrusifs, sexuels à des petites filles devant les petits garçons. C'est une monstruosité. Alors, l'éducation, tu veux t'en occuper? Et pourquoi tu laisses tes enfants à l'école si tu veux t'en occuper? Alors, si tu laisses tes enfants à l'école, c'est que tu t'en occupes pas. Si tu laisses l'école s'occuper de tes enfants, c'est que tu t'en occupes pas. L'école, c'est devenu un monstre. C'est devenu un monstre. Donc voilà, c'est ce que je répondrais si j'étais dans une configuration identique. Moi, j'ai des amis qui ont des enfants, ils ont plaisir à me les laisser. Ça se passe bien en général. Ça se passe bien en général. Mais pour moi, m'occuper d'un gosse, c'est lui montrer, regarde, on fait comme ça, regarde, et puis montre-moi comment tu fais. C'est créatif. S'occuper des enfants, c'est faire avec eux. Et puis c'est corriger un enfant quand il parle mal. C'est pas comme ça qu'on dit. Écoute-moi bien. Regarde, c'est comme ça que ça s'écrit. C'est ça, c'est l'éducation d'un enfant, c'est tout le temps. Ben, les mères, elles ont moins le temps que les grands-mères. C'est comme ça. C'est comme ça. Vive les grands-mères et les grands-pères. C'est super un grand-père, un papy. Viens à la chasse avec moi, viens à la pêche avec moi. Viens regarde comment on démonte un moteur. Le grand-père, il sert à ça aussi. Vive les grands-parents. Merci à toi, cher Marion. Voilà, Sexologie et mensonges, édition Réhistoire, marionsigaud.fr. Merci à vous d'avoir été si nombreux comme tous les samedis. Passez un excellent week-end. On se retrouve samedi prochain. Allez, salut, ciao. Envie de lire un magazine rentable ? C'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment ? En appliquant nos stratégies financières. L'objectif ? Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle ? La seule lecture rentable.